d'un jalon un peu particulier dans l'histoire de la littérature picarde. C'est ce que je vais essayer de mettre un peu en évidence, cette place vraiment singulière de Garnier dans l'histoire de la littérature en Picard. La littérature picarde a déjà une longue histoire, et il faut bien que j'en dise quelques mots, mais ça sera vraiment quelques mots. C'est une littérature qui remonte à l'époque carolingienne, puisque le premier texte qu'on possède, c'est la séquence de Sainte-Eulalie, qui est daté de 881, un texte qu'on a pu dater avec précision, comme vous voyez, et qui est écrite dans une langue romane, qui évidemment n'est pas encore du picard, mais qui est vraiment l'ancêtre, qu'on pourrait appeler du proto-picard, qui est l'ancêtre direct du français, pas du français, du picard, justement parce que l'étude phonétique de ce texte montre bien que cette langue ne peut pas évoluer vers le français, mais qu'elle va automatiquement évoluer vers le picard. Alors on dit toujours, là, quand il a la séquence, il y a les deux titres de Sainte-Eulalie, c'est le premier monument de la littérature, premier monument littéraire en français. En fait, c'est en picard. Donc il y a plus de 11 siècles qu'il y a une littérature picarde, si on accepte ce premier texte en proto-picard. Pourquoi pas? Alors évidemment, dans cette longue histoire, il y a eu de grands trous. C'est pas comme la littérature française, où on a vraiment une continuité. Et là, on a vraiment de grands trous. Pour ce qui concerne le Moyen-Âge, il est difficile d'en parler parce qu'on n'est toujours pas d'accord entre spécialistes sur le fait de savoir s'il y a eu, oui ou non, une littérature en picard au Moyen-Âge. C'est extrêmement difficile d'en parler. C'est une langue mêlée qui est plus ou moins marquée de traits picards. Donc c'est une question que je vais laisser en suspens. Et puis, en fait, la littérature picarde proprement dite, c'est-à-dire consciente d'elle-même, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas cette conscience d'écrire plutôt en picard qu'en français, etc., où c'était quelque chose qui était très faible, et les différentes variantes de la langue romane parlée en France étaient quand même très proches. Par contre, à partir du moment où le français est devenu la langue dominante, les autres langues ont commencé à s'en écarter, à dériver. Et le premier texte que l'on connaisse, qui soit écrit, disons, consciemment en picard, c'est l'Injolmin de Coula et de Miquel, qui est un texte libre, un texte un peu érotique, disons plutôt gaulois, qui paraît en 1634. Alors, pendant des décennies, les textes vont être très rares, en tout cas, il nous en est parvenu très peu. Bon, les textes sont rares, il n'y a pas de milieu littéraire qui porterait la littérature en picard, et en plus, le mot même de picard se trouve oublié dans la moitié septentrionale de la région où on parle le picard, l'actuel Nord-Pas-de-Calais, si vous voulez, qui est quand même, dès le Moyen-Âge, au XVIe, au XVIIe siècle, et jusqu'aujourd'hui, la partie la plus peuplée de la Picardie linguistique et la partie où les villes sont les plus riches. Donc il va y avoir une vie littéraire, y compris pour le picard qui va apparaître dans ces villes et dans cette région du Nord, mais jusqu'à une date récente, le mot picard n'apparaîtra pas. Et il est apparu entre-temps, on pourra en reparler si vous voulez, mais maintenant il y a le terme ch'timi qui est en train de le recouvrir. Alors, il faut attendre en fait le milieu du XIXe siècle pour que les textes se multiplient. Là, on va vraiment assister à une floraison, et pour que des auteurs vraiment importants apparaissent. Par exemple, je cite 4 noms, il y a Pierre-Louis Gosseux à Saint-Quentin, il y a Hector Cuinon, qui est vraiment le plus important poète paysan des environs de Péronne, il y a à Lille Alexandre Desrousseaux,
qui est l'auteur du Petit Quinquin, donc qui est le plus connu. Et puis, à Douai, il y a un très bon écrivain aussi qui s'appelle Louis de Christet, qui reste malheureusement méconnu. Alors cette littérature, elle va donc exploser tout d'un coup, dans le bon sens du terme, et elle va connaître son apogée entre 1880 et 1914. C'est la belle époque, si j'ose dire, pour le Picard aussi. Il y a de très nombreux auteurs. Ces auteurs ont des contacts entre eux. Il y a une sorte de réseau qui se crée. On voit apparaître des périodiques. Il y a du théâtre, des revues, des almanachs, etc. Et beaucoup des écrivains de la partie nord, les meilleurs d'entre eux en tout cas, prennent conscience que la langue qu'ils écrivent est du picard. Bon, ils arrivent quand même à cette connaissance-là. Et on a des échanges, par exemple, entre un écrivain de Cambrai et un écrivain d'Amiens, à partir de cette époque. Après la guerre, alors la guerre 14-18 évidemment est un désastre pour tout le nord de la France, et après la guerre, eh bien ça dégringole, tout doucement, mais sûrement, pendant 50 ans, la littérature picarde est sur une pente descendante de plus en plus rapide. Et le coup d'arrêt à cette décadence est donné en 1963 par un poète belge qui était assez célèbre pour sa poésie en français, Georg Brecht, qui a alors, donc en 1963, 72 ans, et qui revient à la langue de son enfance, le Picard de Tournai, qui publie un recueil, et ce recueil, qui est de facture assez classique pourtant, va paraître tout à fait neuf pour la Picardie. Il va briller vraiment d'un éclat neuf sur le fond des sempiternelles patoiseries et qui paraissent depuis le début du siècle. Et ça va provoquer une véritable renaissance pour la langue picarde et la littérature évidemment en langue picarde. Donc le signal nous vient de Belgique. 2 ans plus tard, donc en 65, la revue Éclitra est créée à Amiens. C'est une revue culturelle qui est animée principalement par Bernard Boquillon, René Debry et Pierre Garnier. Alors Debry s'occupe de la langue. Pour parler vite, chacun se spécialise un peu. Debry va s'occuper surtout de la langue, c'est un linguiste. Garnier va s'occuper de la littérature et Bernard Boquillon, prudemment, va s'occuper de la question politique. Très prudemment, on en est au début de la régionalisation et il va s'occuper de la question, il va commencer à penser la question régionale et la Picardie dans le cadre régional. Et Éclitra apparaît vraiment comme une revue pionnière. On peut dire qu'il n'y avait rien de sérieux avant. Et elle est une revue pionnière déjà en cela qu'elle prend le Picard et la Picardie au sérieux. Et qu'elle pose les vraies questions, réfléchit aux réponses avec une grande hauteur de vue. Ce qui, certes, n'avait pas été le cas jusque-là. Alors, très rapidement, il y a une jonction qui s'opère avec Georg Brecht, notre poète belge, et c'est Éclitra qui va publier son 3e recueil. Donc là, symboliquement, c'est quelque chose d'important. Ce recueil paraît donc à Amiens en 1967. Garnier, au sein d'Éclitra, s'occupe, je vous l'ai dit, de la littérature, et il va d'abord s'attacher à mettre en valeur les grandes œuvres du passé, distinguer celles qui valent vraiment quelque chose et essayer de montrer en quoi. Notamment les œuvres d'Hector Crinon, Phileas Lebègue, Édouard David. Il fait donc là un travail de pédagogue. Mais surtout, il décide de se servir du Picard pour son œuvre propre, et il publie dès 1967 la première plaquette intitulée Aux yeux, oiseaux, qui regroupe une quinzaine de poèmes spatialistes imprimés sur des feuilles de couleurs différentes, séronéotées. C'est une petite merveille pour nous aujourd'hui, quand on peut, c'est évidemment devenu rarissime, quand on peut feuilleter cette mince plaquette des
les premiers aux yeux. Alors, poésie spatialiste. Je ne vais pas évidemment vous faire la théorie du spatialisme, ça serait trop long et ça sortirait du cadre de cette conférence. Pratiquement, ces aux yeux, ce sont des poèmes qui sont composés avec les noms des oiseaux en picard. Et souvent, on a plusieurs variantes du même mot. Ça peut être des variantes phonétiques. Par exemple, aux yeux, il y a d'autres formes comme ogio ou yeux, etc. Ça peut être aussi des variantes lexicales, c'est-à-dire que, par exemple, mettons le mot merle, ça ne se trouve pas dans le livre de Garnier, mais simplement pour vous montrer, le mot merle peut se dire hermel ou bien mauviard, par exemple. Donc il joue à la fois sur les variantes phonétiques et lexicales, il prend les différentes formes d'un nom d'oiseau en picard, et sur la page, il va jouer avec ces mots, il va en faire une sorte de croquis ou de constellation, enfin une figure, et c'est là le principe de sa poésie spatialiste, qui est vraiment de faire apparaître le poème comme un objet concret, en quelque sorte, dans le cadre de la page. Et puis à chaque fois, comme souvent ces noms d'oiseaux ont une valeur un peu d'onomatopée, il y a aussi un côté notation musicale. Alors, évidemment, ça va être un choc à l'échelle picarde, un petit choc, mais qui est quand même un grand choc, que la parution de ces aux yeux. Et pour vous donner une idée de la révélation que ce fut, je vais céder un instant la parole à Alix Tasmemouille en citant le début de la préface qu'elle a écrite pour un recueil collectif qui s'appelle Yata Ali, qui a été publié par le Journal ouvrier en 2001, et c'était pour marquer le passage du Picard dans le 3e millénaire. Et Yata Ali rassemble des textes des poètes picards les plus expérimentaux. Yata Ali, je le précise, n'est pas un terme picard, mais c'est un terme qui a été pris justement un peu pour se donner de l'air, du large. C'est un terme qui a été emprunté aux Indiens Navajo et qui signifie, en gros, le chaman, le guérisseur chanteur. Alors, voici donc ce qu'écrivait Alix dans cette préface. Toute la poésie d'expression picarde du XXe siècle aurait pu être écrite au XIXe. J'aime avec passion le XIXe siècle, entre autres raisons pour celle-ci. Toute la poésie d'expression picarde du XIXe siècle est de son temps. Sans doute a-t-elle, cette production, avec les qualités, les défauts de son temps, mais au moins elle n'aurait pu être écrite au siècle précédent, le XVIIIe. Crinon, Desrousseaux, Emmanuel Bourgeois même, et tous les autres, sont évidemment des hommes de leur siècle. Et leur écriture, si elle est datée, au moins est-elle datée de leur siècle. Mais toute la poésie en picard du XXe siècle, jusqu'à, et y compris peut-être, Géolie Brecht, aurait pu être écrite au XIXe siècle. Ce qu'on peut difficilement considérer comme une qualité, aussi amoureux soit-on du XIXe siècle. Ça implique quand même un retard considérable par rapport à la poésie française ou à d'autres grandes poésies. Heureusement, c'est toujours Alix Tasmemouille qui vous parle là, heureusement, dans la foulée de Géolie Brecht, vint Pierre Garnier. Ses premiers aux yeux paraissent en 1967, juste quelques pages, mais renversantes. Il aura donc fallu que 6 décennies passent pour que le Picard entre dans le XXe siècle, pour que s'opère le renversement. Mais cela se fit de si jolie manière, avec une gentillesse si radicale, si franciscaine, puisque c'était la parole donnée aux oiseaux,
que l'on entrait moins peut-être dans le XXe siècle que dans une sorte de modernité absolue. Et tout le passif et tout le poussif du passé parut effacé d'une pichenette. Je reprends la parole. Je vous ai parlé de la révélation que fut ce livre. Et il faut maintenant que je cite Pierre Garnier lui-même. L'avant-propos qu'il a écrit pour Aux Yeux est quand même très important. Il est daté de mai 66. Et là, c'est vraiment Garnier, poète expérimental, qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi ces poèmes spatialistes en Picard? Né en Picardie et y demeurant, j'ai entendu, lu, parler le Picard. Il est possible de créer des poèmes spatialistes avec tous les dialectes, patois et argot. C'est une façon de sauver l'apport original de ces idiomes, riches en mots concrets, que la phrase écrite ou parlée cache souvent. Cette idée dans le spatialisme de faire réapparaître le mot lui-même, qui a été en quelque sorte un peu offusqué, caché, pris qu'il était dans la phrase et dans le livre. Le poète spatialiste, continue Garnier, peut, en prélevant les mots, informations visuelles et acoustiques, sauver aujourd'hui ces idiomes, non pas pour la communication, mais pour l'art. Il y a dans cette masse linguistique une richesse qu'il serait absurde de laisser perdre. Le tri que fait le poète spatialiste fait ressortir les structures et dégage de leur gangue les informations esthétiques. Cette mise en œuvre va de soi à partir du moment où le poète considère objectivement la matière linguistique et peut l'utiliser comme le sculpteur ses pierres et le peintre ses couleurs. Ces poèmes spatiaux picards se fondent 1. Sur l'information esthétique, acoustique ou visuelle de certains noms d'oiseaux, 2. Sur le relevé d'un même nom dans des villages différents, les différences de prononciation et donc d'orthographe donnent à l'intérieur d'un thème variété et cinétisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 3. Sur certaines expressions qui doivent être sauvegardées parce qu'elles constituent dans la tradition populaire une poésie pure. Et 4, sur l'imprégnation français-picard, picard-français, qui crée le décalage poétique. Oui, parce que chacune des pages d'Aux Yeux, évidemment il y a le mot picard, mais il donne la traduction aussi, donc le mot français apparaît aussi dans la page picarde, et il y a un jeu sur ce face-à-face, si vous voulez, entre le picard et le français. Parce que le picard ne peut pas fonctionner, je veux dire, il pourrait le faire, mais on est tellement imprégné du français, on est tellement dans la culture française, que on ne peut pas se libérer de cela. Dire, le picard va toujours s'écrire avec l'idée que le français est déjà là aussi. Bon, en 1974, Pierre Garnier publie le second livre des Aux Yeux. Alors je dis livre, mais ce sont vraiment des plaquettes très minces. Et ce second livre des Aux Yeux, il le publie cette fois en Belgique, dans la revue Nord avec un S, revue dirigée par Marcel Hanard à Tournai. Donc vous voyez, juste retour des choses. Après la publication de Librecht, Tournaisien à Amiens, c'est la publication de Garnier, amiénois, à Tournai. Bon. En parlant de ces poèmes aux yeux, on pourrait dire que ce ne sont encore que des mots sur la page, bien sûr, c'est le principe même du spatialisme. Ce sont des mots isolés que Pierre a tirés des recherches dialectologiques de son ami René Debry. Il n'est pas encore question dans ces textes de langue articulée, de syntaxe. Le mot est mis en valeur pour lui-même comme unité de base de la langue et pour sa qualité esthétique et émotionnelle. Cependant, Pierre Garnier écrit, toujours dans Eclitra, plusieurs textes en français sur le picard, sur ce que peut être une poésie en langue dialectale,
il utilise encore le mot dialectal, mais très vite, on va cesser d'employer le mot dialecte pour le picard et on va dire tout uniment la langue picarde. Et sur ce point, les linguistes sont d'accord, il y a bien une langue picarde. Et parallèlement, Garnier va aussi écrire beaucoup sur la Picardie, ses paysages, et son histoire, ses mythes. Et en particulier, il consacre toute une série de poèmes aux cabotantes. Vous savez ce que c'est, les cabotantes, ce sont les marionnettes locales à la tête desquelles tonitruent notre cher ami Lafleur. Et Garnier a été très marqué, son enfance a été illuminée par le théâtre des cabotants. Ces textes sur les cabotants sont des textes admirables. Eux, ils sont en vers et en phrases, et ils sont publiés toujours à Tournai, en 1978, par Marcel Agnard. Ils sont publiés en français et en picard. Alors vous dites, bon, ça y est, Garnier, là, il écrit maintenant en picard, pas seulement des mots, mais il écrit aussi des phrases. Eh bien non, parce que le picard n'est pas de Garnier, mais il est de l'éditeur Marcel Agnard, qui a traduit donc les poèmes français de Pierre Garnier en picard de Tournai. Et voilà un des détours, je dirais, par lesquels l'idée de langue picarde a commencé à entrer dans les consciences, avec cette espèce d'échange comme ça entre le nord du domaine linguistique, Tournai, et Amiens, qui est quand même plutôt vers le sud. On a pris conscience que quelque chose comme la langue picarde existait, que c'était évidemment pas une langue unifiée, que c'était une langue plurielle, si vous voulez, mais néanmoins une. Et là-dessus, les linguistes sont d'accord. Je me cache derrière eux. Ce processus, donc, avait commencé entre Liebrecht et Glitra, et on voit par là que le lien est fort entre Amiens et Tournai, et que le picard, échappant alors à son image de patois, va se rassembler comme ça, en franchissant cette frontière quand même internationale, excusez du peu, même s'il ne s'agit que de la frontière franco-belge. Bon, laissons passer quelques années, le temps court. Dans le numéro 2 de l'invention de la Picardie, revue que j'ai fondée en 1986, il y a un texte très intéressant de Garnier où il revient sur Osieux. Il répond à des questions que je lui avais posées. Bon, je vous cite un court passage parce que nous n'avons pas le temps. Il se défend, parce que disons que je le tarabustais un petit peu dans mes questions, et je lui disais que ces textes, finalement, spatialistes, d'Osieux, étaient imitatifs. Il dit, oui, imitatifs, souvent imitatifs, ces textes, bien sûr. Le poète crée par la langue, mais il est aussi créé par elle. Or, les non-picards d'oiseaux sont souvent des onomatopées déguisées, qui, en quelque sorte, disent déjà leur propre poème. Ensuite, je lui avais dit, est-ce que ces poèmes spatialistes ne seraient pas plutôt, finalement, est-ce qu'ils n'appartiendraient pas plutôt au domaine plastique qu'au domaine poétique, parce que ce sont finalement des figures sur un support, même si c'est un support papier, une page. Il me répond, à propos donc de ce reproche d'une poésie qui serait en fait graphique ou plastique, il me dit, je travaille certes avec l'information visuelle des mots, des figures imitatives, onomatopéiques, mais où voit-on qu'il ne s'agit pas de paramètres linguistiques? Donc il intègre vraiment ça, lui, dans la littérature. Il continue ainsi, peut-on appeler art graphique un mot écrit? On pourrait, avec sa rigueur, dire que le poème spatial est un texte organisé graphiquement, aujourd'hui davantage dans l'espace que dans le temps. Bon, ça c'est pour vous donner une petite idée de ce qui est en jeu à travers le spatialisme et les questions qu'on peut se poser. Ces questionnements montrent en tout cas qu'avec Pierre Garnier, le Picard est passé sur la crête de l'expérience poétique.
On n'est plus dans les ornières des patoiseries. Avec le spatialisme, Pierre Garnier a, pour ainsi dire, exorté le Picard. J'oserais même dire qu'il l'a en quelque sorte mis sur orbite. Jamais le Picard n'avait subi une telle secousse. Mais il fallait qu'il en passe par là, il fallait qu'il en passe ça par là, je respecte la concordance des temps, pour devenir une langue, à proprement parler, et surtout une langue poétique. Bon. Toutefois, Pierre Garnier se rend compte peu à peu qu'il ne va plus pouvoir en rester au seul mot. Une langue, ça n'est pas seulement des mots. Quelle que soit la force de ces mots, leur impact sur une page. Garnier sent que le Picard va exiger de lui davantage. Parce que derrière lui, derrière le Picard, il y a l'enfance, il y a son enfance qui remonte. Et elle ne va pas se contenter de simples mots. Pierre, en vieillissant, de plus en plus recoupe les chemins de son enfance. Il en entend l'appel et il en subit l'attirance. Et c'est une enfance picarde. Il va devoir s'engager toujours plus dans le temps, dans la profondeur du temps, de ce temps picard, qui est son enfance. Et par là, Pierre Garnier va devenir le sourcier de ce qu'un autre poète, Christian Edzire Degen, a une formule heureuse, et cette formule, c'est la grande picardie mentale. Donc, cette picardie mentale qui est finalement la somme de toutes les picardies possibles, que ce soit la picardie linguistique ou la picardie historique, ou même la région picarde, qui, comme vous le savez, n'est que partiellement picardophone. Eh bien, il y a ce concept d'une grande picardie mentale, et Garnier va, peut-être, tu as employé tout à l'heure le mot d'accoucheur, Garnier va être, je disais le sourcier, on peut dire aussi l'accoucheur, en quelque sorte, de cette grande picardie mentale, que par dérision on appelle aussi la GPM, pour se moquer de cette mode des sigles. Alors, ça signifie que ce n'est pas seulement son histoire personnelle que Garnier va aller chercher maintenant, mais celle de la Picardie même. C'est une histoire poétique de la Picardie. Là, je ne mets pas de guillemets à poétique, je souligne plutôt le mot, car il ne s'agit pas d'une histoire pittoresque, puisque souvent maintenant, quand on dit poésie, les gens comprennent pittoresque. C'est pas du tout ça. C'est une histoire poétique parce qu'elle fonde un monde. Elle rend possible ce monde de la grande Picardie mentale et elle permet de l'habiter poétiquement, selon l'expression du philosophe Heidegger, c'est-à-dire que cette Picardie devient possible à partir du moment où elle est fondée par la poésie. C'est l'idée de Pierre Garnier. Et donc, Pierre Garnier va intituler significativement Picardie, une chronique, un gros recueil, on pourrait dire un livre que les éditions de l'Invention de la Picardie vont publier en 1989. Oui, c'est un livre, parce qu'un recueil, ce n'est finalement qu'une succession de textes, une collection de textes, tandis qu'un livre, c'est quelque chose d'articulé. Et là, il y a les textes dans ce livre-là, Picardie, une chronique. Les textes ne se contentent pas de s'ajouter. Il y a un agencement qui montre leur mouvement, en quelque sorte, le mouvement de la chronique. Une espèce de ronde dans le temps où l'on échappe justement à un ordre bêtement chronologique, c'est-à-dire que ça va être une sorte de vision grandiose d'un temps global où la Picardie
le lieu picard va exister, va être fondé. C'est un livre en français, la plupart des poèmes sont en français, mais on trouve aussi du picard, d'abord parce que Garnier va reprendre dans ce livre certains de ses osieux en picard, et aussi parce qu'il y a des traductions de ses poèmes français en picard par d'autres que lui. Il y a des traductions en tournésien par Marcel Hanard, des traductions en amiénois, Garnier lui-même est amiénois, des traductions en amiénois par Cécile Crimet, et des traductions dans un picard composite, disons, par moi-même. C'est un livre fondamental, et à compter de ce livre, Pierre Garnier va comprendre que pour aller plus loin, plus profond encore dans son temps propre et dans le temps de la Picardie, il faut qu'il se décide à articuler la langue et non plus seulement à prendre des mots comme ça et à les poser sur la page. Mais il a peur de franchir ce pas. Il a grand peur de franchir ce pas, et ça, il me l'a bien dit. Donc c'est pour ça qu'il nous a envoyé un peu en avant-coureur, je parle de ses traducteurs, Marcel Hanard, Cécile Crimet et moi-même. Il a peur de se lancer dans l'écriture d'un picard syntaxique, si vous voulez, parce qu'il se rend bien compte que ça va être très difficile. Il n'ignore pas du tout les difficultés qui l'attendent. Ces difficultés sont de deux ordres. Un, lui-même ne pratique plus le picard depuis très longtemps. On est là en 86, donc il approche... on est en 89, donc il a un peu plus de 60 ans. Et donc il ne pratique plus cette langue depuis très longtemps, et d'ailleurs il ne l'a jamais beaucoup pratiqué. Il l'a plutôt entendu, sa mère le parlait, ou des parents à lui, qui étaient agriculteurs dans la région de Doulan. Mais finalement, lui-même ne l'a que très peu pratiqué. Deuxième raison qui lui fait peur, qui rend difficile ce passage à l'écriture syntaxique picard, c'est que le picard est une langue dévalée. C'est une langue qui est tombée au rang de patois, parce qu'elle n'a jamais été langue officielle, parce qu'elle n'a jamais été unifiée, etc. Bon, est-ce que cette langue dévalée pourra jamais accompagner et exprimer l'aventure d'un poète de l'envergure de Pierre Garnier? C'est une des questions qui se pose. Il ne se dissimule pas qu'il lui faut se réapproprier la langue. Se réapproprier, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le grappin dessus et la prendre pour lui-même. Ça n'est pas ça, et c'est beaucoup plus que ça. Se réapproprier la langue, c'est la rendre propre à exprimer ce que l'on a à dire de plus authentique, de plus propre. Et nécessairement s'approprier soi-même à cette langue, c'est-à-dire se rendre propre à cette langue, digne et capable de la parler et de l'écrire. C'est tout un travail. Et on se doute que ça n'est pas facile. Donc ça lui fait vraiment peur. Et une de mes grandes fiertés d'éditeur est d'avoir amené Pierre Garnier à sauter le pas. Il l'a fait. Il se décide vraiment en 1995. Il a alors 67 ans. Et il me demande de l'aider. C'est-à-dire qu'il écrit d'abord ses poèmes, de courts poèmes, des distiches, des quatrains, et il se débat comme il peut avec une langue qu'il a quasiment oubliée. Et puis, et c'est là que j'interviens, les textes sont retravaillés. Il faut densifier le picard, et éliminer le plus possible les mots qui sont des mots français, utilisés parce qu'on a oublié les mots picards, donc il faut densifier le picard au point de vue du lexique. Il faut aussi le densifier au niveau de la syntaxe. Il faut écarter les hyper-picardismes, beaux mots, les hyper-picardismes, ça existe. Alors qu'est-ce que c'est que les hyper-picardismes? Bien, par exemple, beaucoup de S français sont prononcés, comme vous le savez, che en picard.
Pour dire ici, on dit ici. Alors il est facile de se mélanger un peu les consonnes et d'écrire, mettons par exemple pour sultable sur la table, d'écrire chultable. Ce qui n'a rien de picard, c'est ce qu'on appelle un hyper-picardisme. Et c'est difficile de ne pas se laisser entraîner dans ce vertige des hyper-picardismes. Et on l'a vu encore récemment avec ce film Bienvenue chez les Ch'tis, qui est une catastrophe auvergnate. Et puis, il faut aussi décider, pour écrire ces textes, d'une orthographe. Parce qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en a plusieurs, donc il faut choisir. Et Pierre Garnier va me faire l'honneur de choisir mon orthographe, qu'il aime bien parce qu'elle donne une figure propre au picard, c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas l'orthographe française, elle donne une visibilité particulière à la langue picarde, en se libérant de l'orthographe française, parce que cette orthographe française, quand on l'utilise, elle nous ramène toujours au patois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit le picard avec cette orthographe française, eh bien, ça ressemble à du français, et ça ressemble donc à une sorte de sous-français. Très facilement, on tombe dans ce travers. Donc, à ce moment-là, Pierre Garnier décide d'utiliser, de se servir de mon orthographe. Et en 1996, j'ai la joie de publier, en supplément de ma nouvelle revue, j'ai changé, c'est plus l'invention de la Picardie, c'est le Jardin ouvrier, et en supplément du numéro 8 du Jardin ouvrier, j'ai donc la joie de publier le premier recueil de Pierre qui s'appelle El Terre à Bête, la terre des bêtes, qui est le premier recueil où il y a des phrases. Ej dernier petcheux pec, ej dernier pichon, qu'est misère. À quoi qu'elle pince, un tueuf, elle pince et chemon. Chez le fouérou, là, le corps sur le neige, d'hier, on voit le mort. Qu'elle touille ses bros à chez banque, et je sais. Quoi un moment, qu'elle dit le fouérou, un canton. D'un camp, il est vieux, qu'elle dit le mort. Quoi un choumouma. 2 ans plus tard, nous publions Elle terre, Elle tête. La terre, la tête, c'est pas tout à fait le même titre. Et en 2003, cette fois aux éditions du K, sous la responsabilité d'Olivier Angelard, paraît un livre un peu bizarre, Scacchio de Pinquini, le château de Piquigny, qui réunit 3 versions du même poème. Le texte original, brut, si j'ose dire, de Pierre Garnier, la version retravaillée ensemble dans mon orthographe, et une 3e version qui est cette version-là, mais dans une autre orthographe, l'orthographe Feller. En 2005, je publie un 4e recueil, là, donc au Jardin ouvrier. Ce 4e recueil, c'est Ai-je vieux temps, le beau temps, le printemps. Donc en 10 ans, 4 livres de poèmes picards, en phrases et en vers, poèmes linéaires, comme Pierre Garnier les appelle lui-même, pour les distinguer des spatialistes. Alors je voudrais mieux montrer, pour conclure, ou montrer autrement la place très singulière de Pierre Garnier dans l'ensemble de la littérature d'expression picarde. Je voudrais faire ressortir davantage le fait qu'il a puissamment contribué à tirer le picard loin du provincialisme afin qu'il trouve une place dans le concert universel des langues, des poésies. Et pour cela, le mieux est peut-être que je vous lise la courte préface que j'avais écrite pour El Terre à Bête. Maintenant, Pierre Garnier écrit en picard. De toute façon, Pierre Garnier est depuis toujours un poète picard, un grand. Oui, c'est un poète français, oui, c'est un poète allemand, japonais, et à chaque fois un grand poète, c'est vrai. Mais de toute façon, Pierre Garnier est un poète picard. Même français, puisque presque toute son œuvre est en français, et il appartient à l'histoire et à la légende de la poésie française. Il a connu Aragon et Éluard. Eh bien, c'est un poète picard. Même allemand,
Il a traduit tant de poètes allemands. Il est devenu aussi allemand. Et sa femme est allemande. Et après tout, on le connaît mieux en Allemagne qu'ici. Eh bien, c'est un poète picard. Même japonais, on l'a transcrit dans cette langue. Mais nippon, il l'était déjà par sa concision, précision, son sens du réel et de la présence. Mais c'est un poète picard. Poète spatialiste, le mouvement qu'il a fondé, auquel il a donné un nom et dont il a formulé l'exigence, même poète spatialiste, à l'avant-garde extrême, c'est un poète picard. Toujours, il fut un poète picard. Il ne lui manquait que d'écrire dans la langue picard. Aux yeux, 1967 et 1976, ça n'était encore que des mots sur des pages, mais quels mots et quelles pages? Des mots qui se regroupaient en images, mais ne s'articulaient pas en phrases. Voilà qu'il le fait maintenant. Écrire en picard, faire, même courtes, des phrases picardes. Il s'y risque, car c'est un risque. C'est difficile d'écrire en picard, extrêmement difficile. À ce moment-là, je viens aider, c'est en quelque sorte une aide technique. J'aide Pierre Garnier à retrouver le picard, il a à le réapprendre, ça fait très longtemps qu'il ne le parle plus qu'en rêve ou qu'en souvenir, fantôme de langue, et il faut au contraire quelque chose de très concret, il faut réapprendre. Pierre Garnier est maintenant 2 fois un poète picard, il a doublé, lui déjà grand, il a encore doublé. Maintenant, c'est vraiment un poète picard. Bon, admettons. Mais ce qui compte, ça n'est pas ça. Ce qui compte, c'est que quand Pierre Garnier écrit en picard, c'est un poète français, un poète allemand, un poète japonais, et encore d'autres, qui écrit en picard. Il écrit en picard comme un japonais, un allemand, un français. Il fait entrer dans le picard la poésie allemande, japonaise, et combien d'autres? La spatialiste. En fait, c'est la poésie universelle et l'universalité de la poésie qu'il introduit dans le picard, et de la sorte, il rend le picard universel. Il le déprovincialise, et les accents de Grouche-Luchuel, c'était là où habitaient ses oncles, ou de Saint-Leu, ces accents qui lui reviennent, les mots écorchés, bouts de phrases, il s'en sert pour écrire une poésie universelle, comme il se sert de la poésie universelle, de toute la poésie, pour écrire une poésie picarde. Voilà ce que Pierre Garnier apporte à sa langue, à son pays, à son peuple. Il les jette dans la ronde universelle, et à la ronde universelle, il apporte la picarde. Voilà, je vous remercie. Merci. Moi j'ai une question à te poser tout de suite. Oui, est-ce que Pierre Garnier a eu une influence littéraire sur d'autres auteurs? Tu veux dire des auteurs Je sais pas, tu as parlé de Christian Dequesne. Est-ce qu'il y a eu d'autres auteurs qui ont été influencés par l'œuvre picarde de Pierre Garnier? On ne peut pas dire qu'il ait une influence du type vraiment massif, que son œuvre est vraiment influencée telle qu'elle. C'est plutôt, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as dit publiquement ou c'était dans mon oreille, il a décomplexé. Donc il a décomplexé les gens d'ici, et ça c'est un rôle énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu cette œuvre-là, on s'est dit, bon, on peut écrire en picard sans se couvrir de ridicule et sans avoir à se cacher sous la table, quoi. Ça a été vraiment une libération. Maintenant, il est certain aussi qu'il a eu une influence par sa pensée poétique même, qui va quand même assez loin. C'est un expérimentateur, c'est pas une poésie vaine. Et donc là, il y a aussi une influence. Mais pour autant, on ne peut pas dire que moi, par exemple, je n'ai pas été influencé par lui comme j'ai pu être influencé par Rimbaud, par Lautréamont ou par André Breton.
Je ne suis pas dans la filiation littéraire de Garnier. Ça s'est fait, disons que j'ai été plutôt un dommage collatéral de la poésie de Garnier. Et dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il a suscité dans d'autres régions des écrits par d'autres auteurs, je sais pas, en citant... On ne peut pas dire, parce que les Picards, comme toujours, sont en retard. Donc, les Occitans, les Bretons, les Alsaciens ne nous avaient pas attendus. Et au contraire, Pierre Garnier a pris en compte les expériences de ces peuples-là dans ses articles d'Éclitra, par exemple, pour essayer de nous ramener un peu dans le courant du XXe siècle. Donc, sur ce plan-là, il n'a pas eu d'influence. Il a eu, par contre, une influence internationale, là, par le biais du spatialisme, ça c'est certain. Il a été vraiment un des acteurs principaux de la poésie spatialiste et des recherches spatialistes à travers le monde. Ça a vraiment été un... Est-ce qu'il y a eu d'autres auteurs qui ont exploité le spatialisme dans des langues régionales? Pas que je sache, ça je n'en ai pas... Il m'en a jamais parlé non plus. Donc le poète tchèque, Lašík, c'est ça, hein, oui. Ondra Lízorský. Il n'a pas écrit en... Non, Lízorský, c'est une poésie linéaire. Oui, Lízorský, c'est un poète qui a beaucoup influencé Garnier parce qu'il écrit dans sa langue, qui n'est pas le polonais ni le tchèque, mais une langue intermédiaire, et qu'il est à peu près le seul, je crois qu'il est resté le seul à l'écrire. Mais ce n'était pas un poète spatialiste. Vous disiez tout à l'heure que le picard était tombé au rang du patois et que vous recherchez donc une langue picarde qui soit plus propre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, je répète vos propos. Et est-ce qu'il en est de même pour le breton ou le niçois ou d'autres langues régionales? Bon, quand je dis que le picard était tombé au niveau d'un patois, je force un peu le trait pour les besoins de la démonstration, puisqu'il y avait eu quand même de grandes œuvres littéraires avant Garnier. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période qui a occupé les trois quarts, enfin les deux tiers plus exactement du XXe siècle, en tout cas de 1914 à 1963, où on n'a eu quasiment que de la production de type patoisant, qui d'ailleurs peut être quelquefois intéressante et de qualité. C'est pas parce que c'est patoisant que ça ne va être dénué de toute valeur. Donc je forçais un peu le trait. Mais dans d'autres régions, évidemment, là aussi, ils avaient pris de l'avance sur nous. Et le fait même que le breton se soit doté, par exemple, d'une orthographe au XIXe siècle, que l'occitan se soit doté aussi d'une ou deux orthographes, il y a toujours des querelles de chapelle, bon, ils se sont donné un statut, évidemment, différent. Et par là même, ça a poussé leur littérature vers le haut. Donc on est arrivé à une littérature qui se voulait qui ne restait pas au niveau des simples blagues de paysans qui marchent dans la blouse de la vache, quoi. Non, parce que vous disiez que le picard avait pris un peu de retard également. Donc il est possible que dans d'autres régions, les langues régionales accumulent moins de retard. Une façon de le dire. Oui. Peut-être que les Bretons sont mieux défendre leur langue que les Picards, je ne sais pas. Oui, mais c'est exactement ça. Bon, ceci dit, il y a en France, c'est quelque chose qui est très peu connu, il y a des gens qui écrivent dans leur langue dans à peu près tous les coins de France, y compris les plus improbables. Vous trouvez des écrivains qui écrivent dans leur patois à côté d'Orléans, alors qu'a priori, ou dans la Brie, dans la Bosse. Donc, en fait, il y a des écrivains qui utilisent leur parler local et qui souvent restent à un niveau, effectivement, de ce qu'on appelle la patoiserie, c'est-à-dire c'est une littérature de connivence avec ses voisins immédiats sur des thèmes souvent plutôt du type scatologique ou des choses comme ça.
Mais évidemment, il y a des littératures dans des petits coins comme ça. Et puis d'un autre côté, il y a des régions comme la Bretagne, l'Occitanie, le Pays Basque, où on a des littératures constituées. Vraiment. Mais je voudrais écouter puis essayer de montrer la singularité de Pierre. Suivant, je me demandais si c'était pas extrêmement commun. C'est-à-dire c'était le chemin que doit prendre, que doit suivre, un chemin douloureux, que doit suivre tout l'écrivain pour s'approprier et trouver sa propre langue. Je regardais 3 grands moments. Ce premier moment, l'obnubilation sur le mot, qu'on le sort de la phrase. Bien sûr, je laisse la question du spatialisme, mais ce mot qui d'un seul coup va prendre son espace comme un parfum qui doit sortir comme ça. Deuxième moment, celui de la régression. L'enfant, là, lui retrouve cette grande vitamine mentale, mais là, on vient chercher une espèce de lieu. Et le troisième moment, le moment de l'affirmation, pour trouver une formulation, pour trouver sa propre langue. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive en bout de course? Eh bien, on a quelqu'un qui était en quête d'une autre langue que la sienne. Tout écrivain, on sait bien que Proust est écrivain en français, écrit en Proust. Saint-Simon, c'est du charabia, c'est du Saint-Simon, c'est pas du français. Et c'est cette espèce de chemin-là qui fait qu'au sortir de ça, le grand écrivain, il affirme une langue. Et peut-être qu'il pointait, moi je trouve qu'il y a peut-être 2 écrivains français qui ne font pas ça. Peut-être un mot et l'autre quelque chose de sans bizarre. Mais les grands écrivains, à la fin, ils affirment haut et fort, je parle d'écrivain français, la langue française. Voilà, je sais pas. L'Empire Gascola, Pierre Garnier, c'est un grand poète, rien de commun. Il a suivi cette espèce de chemin nécessaire. À part que là, bien évidemment, il y a le français et il y a le picard. Mais les autres écrivains, il y a sa petite langue de tous les jours, qui est une espèce de satire de charabia, pour aller chercher ça. Oui. Voilà. Évidemment, c'est tout à fait vrai. Quand je parle de la singularité de Garnier, je ne veux pas parler de sa singularité dans le champ, dans la constellation des grands poètes. Je parle justement de sa singularité par rapport à l'histoire littéraire du Picard. Chaque grand poète se doit effectivement d'être singulier, et il se doit d'inventer, de réinventer et d'approprier la langue. C'est évident. Ça, je pense que c'est pas possible autrement. C'est bien ce qui fait justement qu'on a une arrivée dans le XXe siècle avec Garnier. C'est-à-dire que le Picard attend le milieu des années 60, parce que c'est seulement là que la langue, même à travers quelques mots, qu'on montre ce que c'est qu'une langue, et que la langue commence à apparaître et à se constituer vraiment. Et ton rôle, pointait qu'à la fin, je trouve que c'est très intéressant, ce début d'étude a été à densifier à la fin, dans ce troisième moment où il essaie de trouver son propre champ. Ça aussi, je pense que tous les écrivains arrivés à un moment, ils sont obligés de prendre dans le réservoir de la langue qu'ils visent et qu'ils veulent s'approprier. Là, il y a des amis cachés qui viennent densifier. Ça, il va y avoir quelque chose. Quand on le lit bien, on sent bien les cousinages. Alors là, évidemment, cette densification, elle existe pour tout écrivain qui, effectivement, va recréer la langue et va donner davantage de poids à certaines densités, à certains mots, par exemple, qui vont prendre une importance, ou même quasiment changer subtilement de sens dans leur langue. Mais quand il s'agit de recréer une langue comme le Picard, enfin quasiment d'inventer une langue, densifier, ça signifie aussi presque techniquement apporter davantage de termes proprement picards. Et ça implique effectivement tout un travail, parce qu'on peut écrire en picard, et puis en fait on a oublié presque tous les mots, donc on va faire une sorte de français régional, alors qu'il suffit d'aller dans les lexiques, ou bien de creuser un peu dans sa mémoire. Ou pour un poète qui écrit par exemple dans le parler d'Abbeville, et qui pour tel mot n'a pas
n'a pas de terme spécifique, pourquoi n'irait-il pas le chercher dans le parler d'Amiens plutôt que dans le français? C'est aussi ça, densifier le picard. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'écrivains picards ont du mal à faire. On a parlé tout à l'heure de choix d'orthographe avec un succès de Platon. C'est mon orthographe qui a été choisi. Et je pense qu'on va penser aussi pourquoi n'a-t-il pas choisi l'orthographe de René de Brie, qui était proche avec les formes. Il a choisi au départ l'orthographe de René de Brie pour les deux plaquettes aux yeux, pour une raison simple, c'est qu'il a été chercher ces termes-là dans les lexiques constitués par René de Brie. Et l'orthographe de René de Brie lui paraissait de toute façon la meilleure à cette époque-là, parce que c'était une orthographe phonétique. Donc il pensait qu'il valait mieux encore recourir à une orthographe phonétique, même si c'est extrêmement sec et si ça peut amener certains problèmes avec les homonymes, etc. Il n'y a pas les marques non plus du pluriel, du féminin ou des conjugaisons. Enfin, mais néanmoins, il lui semblait que c'était plus intéressant de se servir de cette orthographe phonétique parce qu'elle donnait déjà un visage différent au picard. Bon, ensuite, il a préféré recourir à une orthographe qui est une orthographe qui est beaucoup moins radicale qu'une orthographe phonétique et qui tient qui tient compte de différents paramètres, qui donc, par ce fait même, est assez difficile à manier, mais qui lui semblait avoir donné une figure vraiment propre au picard, propre, je veux dire, particulière, et en même temps avoir une certaine élégance sur la page. Voilà. Sans Garnier, qui aurait été quand même un poète picard. Oui, je l'étais déjà avant de le connaître. Alors, quelle est la différence là? Sinon, cette conscience d'une certaine dignité qu'il aurait fallu qu'il fasse toi-même, alors que, évidemment, Garnier a ouvert le chemin, parce que enfin, tu aurais été un poète picard quand même, quelle année? Oui. Comment ça se situe là? C'est difficile de répondre à cette question parce que je sens bien que j'aurais été de toute façon un poète picard, mais il est par ailleurs certain que je n'aurais pas été le même poète picard si je n'avais pas connu et lu Pierre Garnier. Alors pourquoi je ne me suis pas encore posé moi-même la question? C'est donc une très bonne question et je vais y réfléchir, mais là j'en arrive, je ne peux pas te répondre. Ben moi j'ai encore une question à te poser, tu l'attends peut-être de ma part d'ailleurs. J'ai bien étudié Garnier en tout cas les écrits de Garnier dans Equitra pour intervenir au colloque. Et ce qui m'a surpris, c'est la dichotomie entre les exemples, ce qui influence Pierre Garnier dans les années 60-70, c'est-à-dire c'est surtout ce qui se passe en Provence, autour d'une revue qui s'appelle Astralo Provençalou, je ne sais pas si je prononce bien le provençal, dans lequel il y a une conscience politique de la langue qui est très forte. Et pour en avoir parlé longtemps avec lui, Pierre Garnier ne se revendique pas d'une conscience politique du picard. Donc là, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Comment est-ce qu'on peut écrire en picard en étant un poète moderne, spatialiste, et un poète aussi engagé? Et Pierre Garnier a eu un engagement. Il a un engagement politique, sans donner une valeur politique au fait d'écrire en picard. Oui. Bon, je pense que là, c'est un peu un problème de mots. Garnier ne peut pas ne pas donner une valeur politique à son écriture en picard, mais disons qu'il ne veut pas s'engager sur un terrain politicien ou sur le terrain, disons, d'une pratique politique. Bon, par exemple, c'était dans Equitra, il y avait Boquillon qui s'occupait plutôt des problèmes politiques, de penser la région et le régionalisme. Pour Garnier, bon, il lui a laissé
lui a laissé ce domaine. Mais en même temps, il le suivait aussi sur ce terrain, et comme tu disais, il lisait des revues, en particulier cette revue provençale, où la question politique était poussée assez loin, puisqu'il y avait vraiment un autonomisme occitan qui se théorisait dans cette revue. Garnier, lui, n'a pas voulu aller là parce que il considérait que ce n'était pas vraiment son travail, que son travail était plutôt de l'ordre de la fondation poétique, c'est-à-dire de préparer par une fondation poétique, de préparer le terrain pour une prise de conscience qui amènerait les Picards au sens large du terme à essayer de réfléchir ensemble à leur destin. Et déjà ça c'est bien une question politique. Donc évidemment lui ne parlait pas en termes d'autonomisme et encore moins de séparatisme, mais il y avait quand même l'amorce d'un travail de préparation, disons, pour que ces questions un jour se posent et soient travaillées. Bon, je voulais dire quelque chose aussi qui n'a qu'un lointain rapport, mais qui n'est pas sans rapport avec ce que je viens de dire, c'est que ces manifestations autour de Pierre Garnier, il y en a une partie qui sont organisées par la ville d'Amiens, et d'après ce qu'on nous dit, dans cette partie-là, la dimension proprement picarde, justement, a été en quelque sorte volontairement, je ne pense pas, mais en tout cas, de façon très significative, cette dimension picarde a été escamotée. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que simplement que c'est ce qu'on appelle un impensé. Je pense que pour nos édiles, évidemment c'était l'ancienne équipe municipale, on ne peut pas encore juger de la nouvelle, la question picarde est quelque chose qui est quand même tenu un peu à distance. Et évidemment, on peut leur reconnaître d'avoir fait le théâtre des marionnettes, mais dans leur esprit, c'est quand même un théâtre des marionnettes, et ça ne doit pas être autre chose. Donc je pense que au niveau de nos hommes politiques, cette dimension politique du Picard, elle est soit refoulée, soit ils n'en ont pas encore du tout senti l'importance. Monsieur. Je sais pas, vous avez peut-être des éléments qui font que vous pensez que je me trompe là-dessus, hein, c'est tout à fait possible. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. J'ai plus rien à... Non, moi, j'ai vidé mon sac. Tout va bien. Dans ce cas-là, je vais dire comme d'habitude, je vous invite à boire du cidre dans des gobelets en plastique, pas facile, hein. À manger un petit morceau de gâteau battu, c'est l'occasion de discuter un peu avec Pierre. Et puis, on a quelques livres de différentes provenances qui sont là-bas, dont La forêt invisible d'ailleurs. C'est vraiment le livre qu'il faut avoir quand on s'intéresse à la littérature picarde. C'est fondamental, même si le livre a un peu vieilli, il a maintenant une vingtaine d'années, mais on en revient toujours, quoi. C'est le livre qu'on consulte régulièrement quand on explore la littérature picarde. Évidemment, il serait à rééditer. Oui. En tout cas, au moins pour sa partie contemporaine, largement augmenté. C'est écrit énormément de choses depuis 20 ans. Toutes les parties. Énormément. Et je pense que la partie contemporaine est vraiment... dire que la partie contemporaine pourrait faire le livre quasiment à elle toute seule. Il coûte combien ce livre ? Celui-là, il coûtait 150 francs, donc coûte 23 €. Voilà. Est-ce qu'on peut encore le trouver, je pose des questions même, sur le livre auquel j'ai collaboré?